sur le plateau Big Media en direct du Palais Rameau de Lille pour Jour E. C'est la 5e édition de cet événement qui permet d'apporter des solutions concrètes aux entreprises en transition. Nathalie Croiset, je suis journaliste pour The Good, qui est partenaire de ce plateau, et ravie d'être avec vous. Il va être question de limites planétaires et nous allons débattre autour de cette question. Peut-on entreprendre en respectant les limites planétaires? Un vaste sujet entre croissance, rentabilité et sobriété économique et écologique. Faut-il revoir justement nos modèles économiques? Et on va en parler avec nos trois invités que je suis ravie d'accueillir. Lucille Janson, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable accompagnement à la transformation des entreprises de Réseau Alliance, qui est le premier réseau des acteurs économiques engagés pour une économie plus responsable dans les Hauts-de-France. Donc ici, on est à Lille et vous suivez de près tous les acteurs des Hauts-de-France. Vous allez pouvoir nous détailler un peu plus cet accompagnement qui ne date pas d'hier, une trentaine d'années quand même, juste pour préciser. Tout à fait. On a fêté nos 30 ans en 2024. Voilà, donc on va suivre ça et vous allez nous expliquer aussi quels sont les outils que les entreprises peuvent mettre en place justement pour s'engager et répondre à ces enjeux de limites planétaires. Également pour intervenir, Jean-Yves Villemotte, bonjour. Bonjour. Qui est directeur biodiversité au sein de Carbone 4. Alors je pense que Carbone 4, inutile de le présenter, mais je vais le faire quand même à nouveau, qui est cabinet de conseil dédié à la transition écologique. Vous accompagnez depuis un petit moment le secteur financier, mais depuis peu de temps, vous êtes en charge des sujets de biodiversité. Tout à fait. Et donc, dans un instant, je vais vous poser quelques questions parce que quand on parle de limites planétaires, on en entend beaucoup parler, mais c'est peut-être bien de faire le point aussi sur ce sujet. Et puis évidemment, il faut parler des acteurs qui sont engagés. Ambre de la Fontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication chez WeBref, qui est Brief. WeBrief, voilà, que je le dise bien et correctement à l'anglaise. WeBrief, qui est valorisateur de flux voyageurs, on va dire, pour résumer. C'est-à-dire que vous avez développé des solutions de comptage en temps réel dédiées au monde du transport de passagers, les bus, les tramways, les trains. Exactement. On va en parler concrètement, puis justement voir comment vous engagez sur ces sujets dont on parle depuis le début. Alors comme je le disais, avant de voir les outils et de répondre à cette question, peut-on entreprendre en respectant les limites planétaires, c'est peut-être bien de se rappeler quelles sont ces limites planétaires. Je vois sa parole, Jean-Yves Villemotte, pour nous les rappeler. Elles sont au nombre de 9. Tout à fait, merci beaucoup. Alors ce concept des limites planétaires, il est né en 2009. C'est un travail de recherche donc mené par le SRC, le Stockholm Resilience Center, et dont le but était d'identifier les conditions d'habitabilité de la Terre pour l'espèce humaine. Donc c'est en gros identifier les équilibres biophysiques qui font que vous, moi, on puisse respirer, on puisse bien manger, boire, avoir pas trop chaud, pas trop soif, voilà, rien que ça. Et déjà, je peux faire une incise ici. On oppose souvent l'économie et l'environnement en se disant, il faut développer l'économie et si on a le temps, si on a l'argent, on fera l'environnement. D'un point de vue macro, ici, on voit bien que sans environnement, il n'y a pas d'économie. S'il y a des catastrophes naturelles tout le temps, s'il y a plus de produits agricoles, on peut plus manger, il n'y a plus de quoi faire tourner une économie. Donc on est bien obligé, quelque part, de respecter ces limites planétaires. Si on veut arriver à faire une économie pérenne. Donc si je reviens aux limites, elles sont au nombre de 9 et l'idée c'est d'avoir des indicateurs quantifiés pour savoir où on en est. Donc au début, on est dans un système stable, il y a pas de problème. Et puis il y a des seuils. Si on les traverse, on augmente les risques jusqu'à des potentiels points de bascule. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que sur ces 9, il y en a 6 qui sont déjà dépassés. Voir la 7e est un petit peu tendu, on va dire. Et la 7e, on y arrive. Donc ça, c'est la grosse mauvaise nouvelle. Ouais. Dans les 6, on retrouve le changement climatique. Ouais. On voit bien déjà, chaque semaine à la télé, il se passe des choses et on sait aujourd'hui que c'est lié au changement climatique. On a ensuite l'érosion de la biodiversité. On a besoin des services écosystémiques rendus par la nature pour tout un tas de choses, filtrer l'eau, filtrer l'air, la pollinisation, etc. Si la biodiversité s'érode, on n'aura plus ces services-là. On a l'utilisation des sols, notamment des forêts. Voilà, il faut un certain nombre d'écosystèmes sains. Et plus on mord sur la nature, avec nos villes, avec nos infrastructures, et plus ça devient compliqué pour la nature de s'équilibrer. Ensuite, on a les cycles d'azote et de phosphore qui sont notamment utilisés dans les engrais, mais qui partent dans l'eau et qui amènent des sujets de pollution. On a les entités nouvelles. Alors ça, c'est lié à la pollution chimique. En fait, c'est des éléments qu'on introduit dans l'environnement qui n'existaient pas avant et qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des écosystèmes et la nôtre.
et l'eau douce qui a été dépassée récemment. Donc voilà, les prélèvements d'eau douce. Donc, ça fait déjà beaucoup de sujets à traiter. Ça fait beaucoup de sujets, oui, exactement. Donc vous l'avez dit, 1/7 en cours de dépassement, c'est l'acidification des océans. Ouais. Et donc la bonne nouvelle, il y en a 2 qui sont non dépassés à ce stade. Les aérosols, donc les particules en suspension dans l'air, là pour l'instant ça va. Et la dernière qui est la couche d'ozone. Et là, il se trouve que c'était un sujet et on a réussi collectivement au niveau international, le protocole de Montréal, à résoudre le problème de la couche d'ozone. Donc il y en a une quelque part où on se dit qu'on a réglé le problème. Voilà, on se dit que si on peut apporter une solution, pourquoi pas aux autres, même si le chantier, si je puis dire, est vaste. L'idée maintenant, c'est de faire la même chose sur toutes les autres. Et peut-être petit point aussi de complexité, c'est qu'elles sont toutes interdépendantes les unes avec les autres. Parfois il y a de la synergie. Si on agit en bien pour la biodiversité, ça va généralement améliorer le sujet du climat. Et parfois c'est antagoniste. Par exemple, quand on a résolu le sujet de la couche d'ozone, les produits qu'on a mis à la place étaient plutôt néfastes pour le climat. Donc d'où l'idée de regarder de manière holistique un peu toutes ces limites. Voilà, c'était bien, on va dire, de réexpliquer un peu ce que sont ces 9 limites planétaires, et les entreprises, vous l'avez dit, sont directement impactées. La Banque Centrale Européenne disait par exemple en termes de biodiversité que 72% des entreprises sont concernées, mais on va dire presque que c'est 100% quand on creuse un peu et qu'on cherche. Dès lors qu'on n'a plus de biodiversité, on n'a plus d'alimentation. Si on n'a plus d'alimentation, je ne sais pas quelle économie peut subsister, parce que à part juste des robots qui marchent tout seuls, ça ne nous intéresse pas vraiment. Alors je voulais juste déjà une première réaction peut-être de la part déjà de Lucie Janson sur la façon dont vous appréhendez ces sujets de limites planétaires. Oui, alors nous, du coup, on l'aborde pour sensibiliser les entreprises, les chefs d'entreprise qui ont une gestion économique, stratégique de leur entreprise, pour qu'ils puissent bien intégrer ça le plus tôt possible et qui se retrouvent pas confrontés à des situations de pénurie, de difficultés. Donc concrètement, chez Réseau Alliance, on va organiser des temps de sensibilisation, des ateliers, des conférences, des visites d'entreprises qui sont déjà engagées sur une amélioration de leur impact dans le respect des limites planétaires. Donc on a par exemple une entreprise avec laquelle on a travaillé l'année dernière, qui est une cartonnerie et qui dès 1992 a commencé à travailler sa consommation d'eau et a créé une station d'épuration pour avoir une consommation en circuit fermé. Elle est en train d'investir aujourd'hui pour aussi récupérer de l'eau de pluie et donc la production de son carton qui est recyclé. Aujourd'hui consomme 4 fois moins d'eau que le secteur de la cartonnerie. Donc on va vraiment montrer ce type d'exemple pour montrer que c'est possible, montrer que c'est compatible avec une économie déjà aujourd'hui et que ça va permettre aussi de travailler la résilience et l'adaptation des entreprises. Et alors Ambre de la Fontaine, comment vous abordez aussi ces sujets-là dans votre entreprise? Alors du coup, chez WeBreeze, nous on apporte des solutions concrètes aux opérateurs de transport grâce à une technologie de comptage voyageurs, comme on le disait avant. En fait, les opérateurs peuvent mieux gérer les flux passagers et en fait, ça évite tout ce qui est bus bondé ou bus vide, trajets inutiles, etc. Et ça permet vraiment de quantifier leur taux de CO2. Et en fait, c'est un enjeu qui permet d'avoir une vision précise pour prendre des décisions plus efficaces et enfin de réduire les émissions évitables. Alors on va y revenir un peu plus en détail, mais peut-être on a commencé à avoir des exemples d'entreprises. On en a une aussi sur scène, si je puis dire, Jean-Yves, mais ça dépend un petit peu aussi peut-être de la typologie des entreprises, cette façon d'aborder ce sujet des limites planétaires. Oui, tout à fait. Donc il y a une première typologie d'entreprise qui pourrait être les solutions. On vient d'en avoir un exemple. Et donc là, l'idée c'est que l'entreprise amène un produit, un service qui vient réduire l'impact sur une des limites planétaires. Et donc là, l'approche, ça va être bien sûr de maximiser cet impact. Je prends un exemple, je fabrique des vélos électriques. Je vais avoir envie de vendre ces vélos à des personnes qui peut-être avaient une voiture avant ou se déplaçaient autrement, plutôt que avaient un vélo musculaire, pour maximiser l'impact, donc démocratiser l'usage du vélo électrique. Donc encore une fois, l'idée de maximiser l'impact sur laquelle on a un impact positif, et puis l'approche aussi de limiter les impacts négatifs sur les autres limites planétaires. Donc regardez aussi les autres sujets. Donc par exemple, regardez la biodiversité de mes usines qui fabriquent les batteries, etc., etc. Donc première typologie, c'était les solutions. Les autres, c'est des entreprises, on va dire, plus ordinaires, qui sont pas forcément des solutions pour ce sujet des limites planétaires, mais voilà, par exemple, qui fabriquent des produits agricoles, des produits alimentaires. Là, l'idée, ça va être de regarder ce qui est matériel dans ces limites planétaires et de se dire, voilà, comment je limite au maximum mon impact. Alors, c'est compliqué de regarder les 9.
C'est pour ça qu'on va essayer d'identifier les principales. Il y en a une qui est, on va dire, assez classique, c'est le climat. On va se dire, quel est mon impact sur le climat et comment le réduire, définir un objectif de réduction et un plan d'action. On voit arriver beaucoup la biodiversité également, où il y a le même type de raisonnement, et on en voit un autre qui vient d'arriver aussi, c'est l'eau. Oui. Quel est mon impact sur ma chaîne de valeur en termes de prélèvement d'eau, comment le gérer. Il faut dire qu'il y a une réalité de stress hydrique aussi qui peut se présenter de plus en plus, d'où la montée en puissance, si je puis dire, du sujet de l'eau. Tout à fait. En fait, l'eau, il y en a, mais ça dépend des endroits, ça dépend des moments. Et donc l'idée, c'est de savoir dans sa chaîne de valeur, est-ce que on vient capter de l'eau, comme je disais, au bon endroit, au bon moment, ou bien au contraire, il risque d'y avoir des problèmes d'approvisionnement et donc d'avoir aussi des problèmes opérationnels pour mon entreprise. Et après, pour les autres limites planétaires, on va dire c'est au cas par cas, en fonction de mon secteur d'activité. Est-ce que j'active ou pas cette mesure, ce diagnostic et le plan d'action pour limiter son impact. Alors, Ambre de la Fontaine, vous avez commencé à en parler. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus, justement, comment vous vous y prenez, j'allais dire, pour organiser ces flux dans votre entreprise? Alors du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à réduire leur empreinte carbone, mais sans données précises, c'est assez compliqué. Nous, chez Webreeze, on fournit l'information en temps réel sur la fréquentation des réseaux de transport, comme je disais juste avant. Ça permet d'optimiser les services et de mesurer concrètement l'impact. On a une technologie qui donne vraiment les clés pour mieux exploiter et limiter en fait les trajets inutiles. C'est selon nous un levier qui est puissant pour réduire les émissions sans investissement lourd. Et vos clients, comment ils réagissent à cette question-là? Est-ce qu'ils se disent d'abord c'est avant tout organisationnel et voilà, ça permet de limiter les flux. La dimension environnementale, comment est-ce qu'ils en tiennent compte? Alors oui, il y a de plus en plus d'ailleurs. On a de plus en plus de clients pour qui c'est vraiment important. Donc nous, on en parle, on le met en avant, mais vraiment c'est de plus en plus important en tout cas pour nos clients. Alors on a un exemple concret, Lucille Janson, qu'est-ce que ça vous inspire ces premiers exemples? Et puis peut-être maintenant passer aussi à une phase où on va essayer de comprendre un petit peu quels sont les outils, parce que quand on vous a écouté, Jean-Yves, on a vu quand même qu'il y avait 9 limites planétaires avec des sacrés défis à relever qui étaient imbriqués les unes dans les autres, on va dire. Donc il y a une vraie complexité à aborder le sujet. Donc Lucille. Ouais, tout à fait. Je le disais un petit peu en introduction, l'enjeu principal, ça va être justement pour les acteurs économiques de comprendre ces enjeux, de se les approprier et de les traduire en réalité concrète pour leur entreprise. Donc on a un tissu d'acteurs en Hauts-de-France, mais de manière générale à l'échelle française, qui va permettre de traduire ces termes scientifiques, ces mesures en concept, puis en réalité. Et donc nous, notre rôle, ça va être de mettre à disposition des entreprises qui ont donc un dirigeant d'entreprise a quand même très peu de temps à accorder pour sortir de son entreprise, aller se former, se renseigner. Donc on va optimiser ce temps et on va les mettre en réseau avec des entreprises qui sont déjà engagées sur d'autres sujets, qui vont les inspirer, qui vont aussi les questionner sur leur manière de faire. Et justement, donc ces entreprises qui produisent des biens et des services, qu'elles puissent prendre en compte leur impact, bien le mesurer et pas uniquement sur le CO2, et derrière transformer en actions concrètes. Donc on a beaucoup d'actions qui seront à destination des dirigeants pour les convaincre, parce que c'est fondamental, qui puissent convaincre ensuite leur board, leurs financeurs, etc. et surtout les collaborateurs, puisque finalement, si y a que la direction qui s'implique dans la transformation, la réalité de la transformation ne sera pas tout à fait effective. Donc ça, c'est la première partie de ce qu'on va proposer. Comme quoi le réseau, c'est important. Là, on est en direct à Jour E, qui est un événement où chacun peut se rencontrer. Donc c'est voir les bonnes pratiques des uns et des autres, c'est l'un des premiers outils. Voilà, exactement. Et la deuxième partie, du coup, qui répond aussi à la typologie proposée par Jean-Yves, c'était les entreprises qui sont, alors nous on les appelle RSE natives, qui vont répondre de base à un enjeu qui soit territorial, environnemental, social, sociétal. Et donc ces entreprises-là, on va les accompagner en collectif pour qu'elles se posent les bonnes questions dès le départ et qu'elles puissent créer des complémentarités et répondre à ces enjeux qui sont immédiats et avoir une santé qui soit économique et accessible dans un futur proche. Alors on verra et vous pourrez me donner aussi des exemples d'entreprises dans un instant, mais je vais poursuivre avec vous, Jean-Yves Wilmotte, pour voir un petit peu vous les outils que vous proposez chez Carbone 4 pour les entreprises et prendre en compte ce sujet. Oui, tout à fait. Alors on a parlé de mesures, donc le mesure sur le CO2, on connaît, c'est l'empreinte carbone.
pour regarder un peu tous les sujets, on a l'ACV, l'analyse cycle de vie, où on va regarder quelque part quel est l'impact de mes produits. Et on peut faire de l'éco-conception, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des variantes, remplacer telle matière par telle autre, tel process par tel autre, tel fournisseur par tel autre, et comme ça réduire son impact grâce à, encore une fois, des mesures assez précises. Donc ça veut dire aussi collecter de la donnée auprès des fournisseurs pour pouvoir arriver à faire ce genre de démarche. Après, nous, on a aussi développé le SCAP, le score de compatibilité avec les accords de Paris. Là, l'idée, c'est de regarder la pertinence des produits et services dans un monde bas carbone. Donc, plutôt, on se dit en 2050, est-ce que ce produit-là, il est plutôt cohérent ou bien on se dit qu'il faudra plutôt se passer de ce produit-là. Donc là, c'est plus une vision stratégique. Et c'est vrai qu'il faut toujours avoir cette dualité-là en se disant, il y a mes opérations, je dois réduire l'empreinte carbone de mes opérations. Donc je fabrique des véhicules thermiques, par exemple, des voitures thermiques. Bon, ok, on peut quand même optimiser ça en se disant, je vais faire des voitures plus légères, un moteur thermique plus efficace, etc. Et puis derrière, il y a l'aspect long terme, plus stratégique, en disant c'est quoi la mobilité en 2050 et là, il y a peut-être plus de place pour avoir des véhicules thermiques. Donc, réorienter aussi son panier de produits et de services. Et pour ça, on peut avoir une approche par scénario. Donc chez Carbone 4, on a développé l'initiative IF. Voilà. Et c'est Imagine Future. Imagine Future, voilà, exactement, pour détailler. Et donc ça vise à construire des scénarios où on modélise justement l'impact de l'économie sur toutes ces limites planétaires et on fait rentrer l'économie dans ces limites planétaires. Et donc là, on parle pas d'euros. On regarde des tonnes, des kilowattheures, des kilomètres. Et on essaye de répondre aux besoins finaux de la population en 2050, donc manger, se loger, etc. Et tout ça en bouclant avec les différentes limites planétaires dont je vous ai parlé, qu'on modélise. Et donc ça permet de voir les dynamiques aussi sectorielles. Et donc comment moi, en tant qu'entreprise, je peux m'inscrire dans ces dynamiques sectorielles. Alors quand on parlait de scénario, ça peut être 1,5 degré, enfin accord de Paris, 2, 3, enfin essayer de se projeter même dans un monde qui serait vraiment compliqué à vivre. On peut aussi regarder ça, mais 3 degrés, typiquement, on respecte pas la limite planétaire du climat. C'est ça. Après, ça peut être bien en tant qu'entreprise de se dire, peut-être que collectivement, on va pas arriver à gérer cette limite. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour mon activité, mes actifs, mes opérations, et donc s'adapter dans ce cas-là au changement climatique. Mais pour la biodiversité, ça veut dire je dépends d'un certain nombre de services écosystémiques. Demain, s'ils sont affectés, comment je fais pour continuer mon business? Peut-être qu'il faut là aussi que je me réoriente. Donc ça permet, au-delà de réduire son impact, aussi d'identifier les risques, les opportunités, et de pouvoir gérer et d'être plus prospère dans ce monde futur incertain. Ça pose beaucoup de questions autour du modèle. Ambre de la Fontaine, peut-être réagir aussi à ce qui a été dit. On a parlé de la mobilité, de l'évolution aussi de ces sujets-là, aussi la bascule, véhicule thermique, véhicule électrique. Vous, est-ce que vos clients ressentent, on va dire, ces sujets de changement de modèle, peut-être dans leur stratégie, leur façon de faire? Alors, je dirais que oui. Et pour parler du coup des outils mis en place dont on peut servir au niveau data. C'est quand même l'IA et la data, c'est quand même des outils qui sont assez puissants, à condition d'être quand même utilisés intelligemment. Nous, du coup, pour nos opérateurs, on collecte uniquement la donnée qui est nécessaire afin d'une meilleure prise de décision. Et en fait, on optimise sans surconsommer. On a des solutions qui permettent, du coup, comme je disais, de mieux gérer du coup les flux voyageurs, etc. Et donc voilà, la sobriété numérique, ça passe aussi par une utilisation ciblée de la technologie. Et comment vous savez justement que cette sobriété, elle est numérique? Parce que ça, c'est quand même un sujet. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Vous la gérez comment, cette problématique-là? Et peut-être les uns et les autres pourront réagir. C'est-à-dire pour être sûr que les outils qu'on utilise soient sobres numériquement. Bon, peut-être si vous avez le temps après d'y réfléchir, c'est juste de savoir, parce qu'on parle beaucoup de data center, d'utilisation des données, donc j'imagine que vous suivez aussi en coulisses, dire, voilà, c'est ça que je veux dire. Comment vous êtes sûr que c'est utilisé de la façon la plus sobre possible? Alors du coup, pour revenir un peu plus dans notre solution, on fait des modules de comptage qui comptent en fait le nombre d'entrées et de sorties des passagers, et ensuite toutes ces données sont ensuite envoyées sur un software que nous
que les opérateurs auxquels les opérateurs ont accès. Et en fait, eux on fournit en fait l'information avec plusieurs interfaces de visualisation, d'historique, etc. Et en fait, ça va leur permettre eux-mêmes d'avoir un visuel exact sur la fréquentation, sur l'affluence, etc. Et ça va leur permettre de prendre de meilleures décisions, on va dire, sur leur réseau. Alors Lucie Janson, on a évoqué beaucoup de choses aussi avec Jean-Yves, notamment cette question de changement de modèle d'affaires. Hein, c'est au cœur du sujet quand on dit peut-on entreprendre en respectant les limites planétaires. Ce qui veut dire aussi pourquoi pas ne plus produire certains produits, hein, vous l'avez évoqué. Ça, ce sont des points que vous abordez, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors pour situer, Réseau Alliance, ça fait partie des membres fondateurs d'un club qui s'appelle le Club Noé, qui est régional et qui va animer le sujet de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. Donc c'est un des nouveaux modèles économiques qui est prôné justement pour prendre en compte différents aspects de création de valeur qui ne soient pas que monétaires. Et donc en tant que co-créateur et animateur de ce sujet, on va travailler avec des dirigeants qui se posent ces questions-là. Alors un exemple par exemple d'une entreprise qui s'est transformée, c'est une imprimerie. Donc, on passe de la cartonnerie à l'imprimerie. Je reste sur le secteur du papier et de l'impression. Ils sont assez présents quand même dans les Hauts-de-France. Hein. Oui. Oui, quand même. On a un tissu industriel qui se maintient encore en partie. Et donc l'imprimerie, quand même, son business model au départ et sa création de valeur monétaire, c'est d'imprimer le plus d'éléments constamment pour des clients. Et donc ils ont intérêt à produire non pas 100 mais 500 flyers pour un événement. 5000 c'est encore mieux puisqu'ils rentabilisent la production et la mise en place des machines. Et ils se sont rendus compte qu'en faisant ça, ils généraient énormément de déchets, puisqu'on sait très bien, quand on travaille un petit peu en communication, qu'il suffit qu'il y ait une petite coquille, une petite faute d'orthographe, un logo de partenaire qui change pour qu'on doive jeter toute la production papier. Et donc, ils se retrouvaient face à des clients pour lesquels ils produisaient des déchets directement et ces déchets étaient achetés. Enfin, c'est le flyer. Un chiffre qu'ils avaient relevé, c'était 78% des cartes de visite qu'ils imprimaient finissaient directement à la poubelle, pour ces raisons-là. Donc, ils se sont posé la question, ils ont travaillé avec leurs partenaires, avec leurs clients un peu historiques, et ils ont conçu une nouvelle offre qui va dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et ils se sont dit, en fait, nous, la fonction, c'est pas d'imprimer un flyer, c'est de produire des éléments de communication sur demande selon les besoins des entreprises. Et à partir de là, ils ont donc une offre dans laquelle on va importer les fichiers sources de communication. Et en fonction des besoins de l'entreprise à un temps T, on va pouvoir mettre à jour un petit bout d'élément et ensuite imprimer la bonne quantité. Ce qui réduit le nombre de flyers qui finissent à la poubelle si on reprend cet exemple-là. Et ça, c'est des exemples qu'on va vraiment montrer pour montrer que c'est possible et que il faut pas faire appel à tous les experts de la planète pour vraiment se poser la question de comment mieux entreprendre, mais juste se mettre en réseau. Et finalement, ça fait écho à ce que disait aussi Ambre. On voit aussi comment on bascule progressivement d'une économie, on va dire, de l'offre à une économie de la demande, finalement. Et c'est pour ça qu'on doit s'adapter et pas produire. Il doit y avoir une réflexion derrière, Jean-Yves Villemotte. Ouais. En fait, j'ai aussi un exemple. Malheureusement, je me souviens plus du nom de l'entreprise. Je pourrais pas faire sa pub. Non, qui était un fabricant de meubles, qui faisait plutôt des meubles un peu génériques et donc pas de très haute qualité. Et notamment, c'était pas du bois brut, mais plutôt des panneaux. Et donc, c'était des meubles qui duraient pas très longtemps. Et ils se sont dit, tiens, on va faire des meubles qui durent plus longtemps et on va les réparer, etc. Et donc, on passe en bois brut. Donc, on vend moins de produits du coup parce qu'ils durent plus longtemps, mais on peut les vendre plus cher. Et je me souviens que la grosse question était, mais quelque part, on pourrait garder les deux activités en parallèle parce que ça fait plus de business. Et il s'était dit, bah non, on va quand même abandonner le panneau parce qu'on croit vraiment à ce nouveau modèle et on n'attend pas qu'il s'éteigne tout seul quelque part. On force un peu la chose. Et du coup, je m'étais posé cette question. Est-ce que, oui, il n'y a pas une forme de renoncement aussi dans le côté rentrer dans ces limites planétaires en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, peut-être se dire, bah voilà, faut vraiment aller à fond sur cet angle qui rentre dans les limites planétaires parce que on sait que sur le long terme, ça va marcher. Et puis voilà, se concentrer là-dessus pour oublier ce qu'on doit éviter. Donc le côté renoncement, je pense qu'il faut l'avoir dans un creux de sa tête et c'est pas facile parce que c'est quand même des revenus à court terme dont on se prive pour bénéficier aux revenus long terme. Il y a quand même une question à se poser sur continuer ou non le modèle tel qu'on le connaît. Oui, tout à fait. Donc il y a un
Nombre de business models qu'il faut revoir, et notamment beaucoup plus circulariser les business models. Et après, il y a la question que vous avez posée de la décroissance. Et c'est vrai que la croissance, le mot croissance est associé au PIB, la croissance du PIB. Et donc décroissance, on aurait envie, enfin, ou en tout cas l'esprit fait le lien aussi, décroissance du PIB. Or, c'est pas forcément ça qu'il faut viser à tout prix. C'est pas cet indicateur qu'on veut voir décroître. C'est surtout l'indicateur des pressions sur l'environnement. Et donc, par exemple, l'indicateur des limites planétaires, à savoir les tonnes de CO2 qu'on veut voir décroître, les hectares pris sur la nature, etc., etc. Et donc en fait, ce qu'on veut voir décroître, c'est les flux d'énergie et de matière. Et c'est ça qui nous permet de rentrer dans les limites planétaires. Alors après, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour le PIB ? Et ça, il peut y avoir des débats, mais quelque part, il faudrait que la priorité soit, encore une fois, de faire rentrer l'économie dans les limites planétaires. C'est la seule manière qu'elle soit pérenne et que ça permette d'assurer les besoins vitaux de toutes et toutes, de tous et toutes. Mais la question de que va devenir le PIB devrait devenir secondaire devant ce point-là. Exactement, c'est un point à aborder. Alors puisqu'on parle juste des outils, il y en a un qu'on a beaucoup mis en avant sur ces sujets-là, c'est la CSRD. Alors là, on sait que voilà, elle va être simplifiée, mais en tout cas l'essentiel est maintenu. Ça, c'est quand même important pour les entreprises, pour pouvoir les aider à piloter quand même ces sujets-là. La biodiversité fait partie de ces sujets de CSRD. Oui, tout à fait. La CSRD, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'elle va toucher de nombreuses entreprises et leur chaîne de valeur. Donc notamment les fournisseurs qui font partie des acteurs qui vont devoir fournir des données en plus des relations économiques. Et l'intérêt, c'est que les entreprises, et notamment les plus grosses et les plus importantes, les plus impactantes sur le monde, sont amenées à questionner leur impact donc sur différents sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais aussi l'impact de ces différents sujets. Donc concrètement, sur la partie environnementale, ça reprend ce que Jean-Yves proposait, de questionner l'interdépendance entre l'entreprise et la biodiversité, l'environnement, l'eau, etc. Donc on a vraiment un outil qui vient permettre une introspection sur le fonctionnement et la pérennité de l'entreprise et qui derrière amène à mesurer donc différents indicateurs, mais aussi générer un plan d'action. Et c'est ça qui est ultra intéressant dans l'approche de la CSRD, qui aujourd'hui est remise en question, notamment sur les seuils, les délais de mise en place. Mais nous, dans le réseau, on a des entreprises qui, dès la parution de la directive, se sont emparées de la méthode, et notamment une entreprise qui a 100 salariés et n'a pas beaucoup de chiffre d'affaires, donc qui n'est pas du tout dans les seuils. Oui, j'allais dire, elle n'a même pas d'obligation, et au vu de ce qui a été décidé, elle n'en aurait vraiment pas. Alors c'est une entreprise qui est un aquarium, donc forcément le lien environnemental est assez fort. Et il bénéficie de la présence d'une responsable RSE très engagée et pleine de bonne volonté. Donc elle a été creusée, les référentiels CSRD, elle a produit son rapport de durabilité qu'elle nous a présenté en 2024, donc là où d'autres entreprises étaient à peine en train de se mettre en ordre de marche. Et au final, toute la stratégie RSE et la stratégie globale de l'aquarium aujourd'hui est basée sur un référentiel issu de la CSRD. Donc on a vraiment cet intérêt à non pas prendre les réglementations comme des contraintes, elles le sont, mais c'est aussi des outils qui ont été pensés pour une transition. C'est parfait parce que ça fait le lien avec le sujet que je voulais aborder pour terminer ce plateau, parce que là vous parlez qu'il ne faut pas de contraintes. On a souvent évoqué le fait que ça soit compliqué à mettre en place, voire que ça limite finalement le développement économique. C'est aussi beaucoup de questions, et en particulier en ce moment il y a beaucoup d'interrogations, donc on peut se poser la question sur quand même entreprendre, est-ce que ce n'est pas antinomique avec ces sujets de limites planétaires? Qu'est-ce que vous en pensez, Ambre de la Fontaine? Moi, je dirais que non, au contraire. Pour en revenir sur notre solution, l'information est quand même la clé pour entreprendre de façon plus responsable. Nous, chez WeBreathe, on ne crée pas plus de transport, mais on apporte vraiment une meilleure compréhension des flux pour limiter du coup la pollution, etc. Et en fait, en quantifiant précisément le taux de CO2 émis par les déplacements, on donne aux opérateurs un outil de pilotage essentiel pour concilier performance et transition écologique. Et alors, il y a quand même aussi des entreprises, on a parlé de greenwashing pendant un temps, on se posait des questions sur la véracité de ce qui était avancé. Maintenant, on met en avant le greenwashing, ce qui veut dire qu'en fait, des entreprises n'osent plus communiquer sur ces sujets-là, peut-être par peur de se faire montrer du doigt et de dire « oh là là, mais finalement, si on me dit ça, on va me traiter
entre guillemets d'écolo, même si c'était pas un gros mot, mais quel est votre point de vue aussi sur ce sujet? Alors là-dessus, en dehors même d'entreprise, moi je trouve que c'est quand même important de le montrer. Ça donne envie également aux gens peut-être de faire la même chose. Donc je pense que la transparence, elle est quand même essentielle. En tout cas, chez nous, chez WeBrief, on fait pas de promesses vagues. On fournit des données précises et vérifiables. On a des solutions qui permettent aux opérateurs d'ajuster de manière vraiment concrète leurs décisions. Et en fait, plutôt que de parler de transition, on donne vraiment le moyen de l'évaluer et vraiment de la mettre en œuvre. Alors je vais vous poser la même question, Jean-Yves Wilmotte, mais j'avais tout d'un coup, parce que j'avais perdu le fil dans cette histoire et avec notre coupure, la sobriété numérique aussi, qu'on a quand même évoqué, et l'IA, parce que ça c'est un sujet qu'on aborde souvent, ça aussi c'est Carbone 4, quand même vous suivez le sujet, parce qu'on se dit, est-ce que l'intelligence artificielle peut, notamment, pas seulement, peut se mettre au service de la transition écologique, ou est-ce que finalement, là aussi, c'est antinomique et on ne peut pas développer, parler de data aussi quand même, dont on a besoin pour avancer. Tout à fait, on a beaucoup besoin, et donc la CSRD, on l'a dit, c'est produire des datas pour que les parties prenantes puissent lire où on en est. On a construit la comptabilité financière pour échanger un certain nombre d'informations avec ces parties prenantes. Il faut la même chose sur la comptabilité extra-financière. Donc oui, il en faut. Et après, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, et c'est un outil très intéressant. Après, la question, c'est de savoir à quoi il sert. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut réduire l'impact de ces opérations et donc faire de la sobriété numérique. Ça peut être de l'éco-conception numérique, ne pas trop stocker, faire des données sobres. Mais derrière, elles servent à quoi? Et donc si bien sûr c'est, comme ici, au service de la décarbonation, ça vaut le coup. Si ça aide une plateforme pétrolière à mieux forer, on peut se poser la question. Donc il y a vraiment la question de l'objet lui-même et de faire en sorte qu'il limite son impact, mais surtout à quoi il sert. Et c'est là la question de l'IA. Si c'est pour faire plein d'images qui n'ont pas de but final, quelque part, entre privilégier faire fonctionner un hôpital ou un data center pour faire des IA qui va faire plein d'images saugrenues, de mon point de vue, c'est vite choisi. Donc il y aura un jour quand même une question d'arbitrage. On l'a dit, les ressources ne sont pas illimitées et on a ces limites planétaires. Donc il va falloir choisir quels besoins on veut faire rentrer dans ces limites planétaires. Je vous ferai réagir dans un instant. Je passe la parole à Lucie Janson et comme ça on terminera le tour de table sur cette question que j'évoquais. Est-ce qu'on peut continuer quand même à entreprendre, sachant qu'il y a quand même ces limites planétaires? On voit la complexité d'aborder le sujet, de se dire on a toujours un impact quelque part, peu importe ce que l'on fait. Donc quel est votre point de vue sur cette question? Alors la réponse serait oui, on peut encore entreprendre en prenant en compte l'actualité et la connaissance des enjeux actuels. On a la chance d'avoir des nouveaux dirigeants qui bénéficient de formations, qui intègrent aujourd'hui beaucoup plus d'enjeux qu'une simple gestion traditionnelle de l'économie. Donc ça, c'est déjà quand même un signe très positif. Même si on sent un peu des vents contraires en ce moment, c'est pas simple, il faut se battre. Tout à fait. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de montrer les initiatives inspirantes qui vont dans un sens d'un avenir désirable. Et généralement, une question qu'on pose quand on rencontre des entreprises et des chefs d'entreprise, c'est la question de la création de valeur. Et donc, on va leur demander, si votre entreprise n'existait pas, de quoi manquerait le monde ? Et donc, on n'est pas en train de répondre « je produis », si je reprends l'exemple des cartons ou des flyers, mais plutôt une solution pour répondre à un besoin. Donc, on revient sur cette approche-là. Et quand on prend en compte ça et qu'on prend en compte la notion de valeur, non pas juste financière, économique, mais aussi immatérielle, les services qu'on va rendre et qu'on n'avait pas forcément anticipé dans la création du produit ou du service, les interactions positives qu'on va avoir avec différentes parties prenantes, on peut les internaliser à la stratégie et du coup avoir une offre qui soit différenciante, qui permette de conquérir de nouveaux marchés ou les fidéliser et du coup assurer aussi une pérennité dans une entreprise dont on peut être fier puisque du coup elles vont répondre aux enjeux actuels et de demain. Au vu de ce que vient de dire Lucille aussi, il y a peut-être une façon de repenser la performance, Jean-Yves Wilmotte. Tout à fait. Alors on pourrait essayer de valoriser tous ces impacts positifs. Il y a des initiatives qui existent, la comptabilité en triple capital, etc. Où on essaye de quantifier. C'est des bonnes initiatives, je trouve. Ça reste aujourd'hui des tests.
Pour autant, encore une fois, on va avoir besoin, je pense, de réglementation aussi qui aide tout le monde à faire rentrer dans le cadre, parce qu'il y aura toujours des pionniers qui vont devoir valoriser leurs efforts. Et ça permet de montrer le chemin à la réglementation pour derrière dire à tous les autres, bon ben voilà, c'est possible, on y va. Et on le voit dans le bâtiment, hein, dans les véhicules, dans le secteur automobile, on est capable de mettre des normes alors la voiture ça marche moins bien, mais qui font que voilà, on dit à tout le monde, la norme devient temps, parce que c'est plus acceptable de construire des bâtiments qui sont des passoires énergétiques par exemple. Donc il faut ces normes, il faut vraiment pouvoir... Et la question du greenwashing aussi, dont je ne vous ai pas fait réagir sur cette question-là, il faut communiquer justement, c'est plus que jamais le temps d'en parler. Ouais. Exactement. Et nous, on a beaucoup d'entreprises dans le réseau qui n'osent pas communiquer sur leurs bonnes pratiques parce qu'elles ne se sentent pas parfaites. Oui. Et ça, c'est ultra important. C'est chaque entreprise avance à son rythme. Elle a des points différenciants dans sa stratégie RSE, sa transformation. Donc c'est normal qu'elle soit pas, elle n'ait pas une stratégie idéale dès le départ, et qu'elle puisse communiquer du coup de manière honnête. Donc nous, on les incite vraiment à partager leurs bonnes pratiques, à témoigner, à écrire, à faire des rapports de durabilité, pour vraiment montrer l'exemple et embarquer un secteur. Et ça nous amène à quelques exemples que je ne pourrais pas détailler aujourd'hui, mais en tout cas d'entreprises qui intègrent leurs parties prenantes, leurs clients, leurs fournisseurs dans des démarches éco-responsables, qui soutiennent une filière bio pour la restauration collective, par exemple. Donc on a vraiment le besoin de communiquer, montrer qu'on s'implique, donner envie d'embarquer les autres. Et donc voilà, le greenwashing aujourd'hui, je dirais pas que c'est l'ennemi, mais en tout cas, on va essayer de traiter le sujet pour montrer comment est-ce qu'on peut communiquer de manière sincère, véridique et embarquante. Vous voulez dire un mot sur le greenwashing aussi, pour clore la boucle. Et peut-être si on peut entreprendre ou pas en respectant les limites planétaires. En gros, pour réduire son impact sur l'environnement, il y a 3 leviers. Il y a la substitution, donc faire autrement. Il y a l'efficacité, faire la même chose ou mieux mais avec moins. Et puis la sobriété, faire moins. Donc ce dernier, c'est effectivement quelque chose qu'il faut collectivement accepter. C'est du changement de comportement aussi. Et donc, comme je disais, pour une entreprise, ça peut être du renoncement à un certain nombre de marchés qui sont voués à disparaître, on l'espère, pour entrer dans ces limites planétaires. Mais sur les 2 premiers, substitution, efficacité, c'est quand même beaucoup d'innovation technologique. Et donc, il faut entreprendre, il faut trouver des solutions pour emmener chaque secteur vers plus d'efficacité ou trouver des nouveaux moyens de production, d'énergie, de transport, etc. Donc là-dessus, il y a de la place pour entreprendre, je crois qu'on sera d'accord. Sur le greenwashing, en gros, il y a quand même des tendances lourdes. Je peux prendre l'exemple de la voiture électrique. Globalement, quand beaucoup de constructeurs ont investi dans leur ligne de production électrique, maintenant, ils n'ont plus envie de revenir en arrière. Donc, il y a le côté, bien sûr, à quelle vitesse le véhicule électrique va rentrer dans le marché. Et donc ça va dépendre un peu du contexte politique. Par contre, le fait qu'on aura en 2050 beaucoup de voitures électriques, ça, c'est acquis. Et donc, il y a quand même des choses, une fois que c'est parti, les entreprises ont quand même intérêt à ce qu'on y reste et à ce que... donc elles vont continuer à développer ça. Donc, si on veut répondre à cette question, et vous y avez répondu tous les 3, peut-on entreprendre en respectant les limites planétaires? On l'a compris, mais il faut quand même changer son modèle d'affaires, voir différemment la performance, mettre en avant aussi les enjeux de sobriété, y travailler autrement, travailler aussi tous ensemble et embarquer les parties prenantes. Ça veut dire quand même, parce qu'on entend beaucoup ce mot business as usual, pour parler anglais, on n'aura pas du business as usual. Il n'y en aura pas, dans le sens où il peut y avoir beaucoup de variabilité politique. Il y a des modes. On fait beaucoup d'environnement, on n'en fait plus du tout, etc. Le problème, le grand inconvénient de ces limites planétaires, c'est qu'elles ne bougent pas. Elles seront toujours là. Et donc, c'est en train de on les dépasse au fur et à mesure. On dépasse les seuils. Dépasse. Et donc, soit on arrive à les gérer volontairement, soit elles vont nous rattraper. Et donc, on va devoir s'adapter. Donc, de toute façon, on aura à les traiter d'une manière ou d'une autre. Donc il faut les regarder de près. Un dernier mot, Lucille Jansson? Moi, le dernier mot, je rebondis sur s'entourer. Je pense que c'est ultra important. On a besoin d'expertise et Carbone 4 fait partie du tissu des experts.
Mais une entreprise toute seule ne va pas avancer correctement. Elle va vraiment gagner du temps si elle s'entoure des bonnes personnes, de ses interlocuteurs, qu'elles viennent s'inspirer, donc qu'elles participent à des événements comme aujourd'hui et qu'elles participent à des dynamiques locales. En région Hauts-de-France, on a la dynamique Rêve 3, par exemple, qui va vraiment catalyser les efforts vers la troisième révolution industrielle. Oui, exactement. Voilà, tout à fait. Et donc, le réflexe, ça doit être de voir sur son territoire aussi quelles sont les dynamiques, quels sont les acteurs et quels sont les réseaux. Merci à tous les trois. Lucie Janson, vous êtes, je le rappelle, un responsable accompagnement à la transformation des entreprises du réseau Alliance. Jean-Yves Wilmotte, directeur biodiversité de Carbone 4. Et Ambre de la Fontaine, vous l'ajoutez quelque chose? Ambre, je vous voyais prête à prendre le micro. Responsable de la communication chez WeBrief. Donc vous développez, comme on l'a entendu, des solutions de comptage temps réel dédiées au monde du transport des passagers. Donc je pense qu'on a bien tous entendu qu'il faut les regarder de près, ce sujet des limites planétaires. On parle souvent beaucoup de décarbonation. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. C'est Carbone 4 qui le dit. Exactement. Donc c'est très bien, c'est le mot de conclusion. Merci encore d'avoir suivi ce plateau en direct de Jour E. Vous retrouverez évidemment le replay sur le site de BPI France. Et merci encore à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.